Le début de l'année est souvent propice à faire un point, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week, pour EPA Marne, EPA France, qui cette année va fêter un double anniversaire, 50 ans pour EPA Marne, 35 ans pour EPA France. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. En 2021, EPA Marne et EPA France ont fait une très belle année en dépit de la pandémie. Revenons sur les chiffres clés de ces résultats en compagnie de Laurent Girometti, directeur général EPA Marne, EPA France. C'est vrai que c'est une année qui finalement s'est redressée sur le résidentiel en toute fin d'année, puisque nous avons pu conclure des actes authentiques qui représentent alors un total d'un peu plus de 2300 logements pour EPA Marne et EPA France, auxquels on ajoute aussi la filiale partagée que l'on a avec la communauté d'agglo Paris-Vallée de la Marne et la ville de Chelles, M2CA, qui a également produit près de 200 logements. Donc l'ensemble fait un total de 2539 logements, ce qui est en effet, on retrouve un niveau de production qui était celui de 2018 à peu près, après 2 années 2019, année préélectorale, et 2020, année qui a eu les perturbations qu'on connaît, qui étaient nettement plus basses. Donc cette année 2021 nous a permis notamment de pouvoir conclure des opérations qui n'avaient pas pu se faire en 2020 compte tenu du contexte. Donc en résidentiel, finalement une très bonne année. Sur le plan de l'activité économique, alors c'est 11 hectares de terrain, ce qui est à peu près la même chose que l'an dernier. Bon, ce qui est un peu en dessous, on va dire, des standards que l'on connaissait avant crise. En revanche, forte reprise des engagements nouveaux. Donc ça va se traduire en 2022, notamment parce que les promesses de vente se sont conclues pour plus de 18 hectares et demi de terrain d'activité, ce qui là, pour le coup, représente un volume très conséquent, avec notamment une commercialisation très rapide sur la zone d'activité de l'Amiro Croissy-Beaubourg, qui rencontre beaucoup de succès et répond, je pense, à une réelle attente des entreprises, mais aussi des commercialisations, par exemple à Coupe-Vraie, dans un parc d'activité. Donc au niveau de l'activité, très, très belle année. Et puis sur les bureaux, commerce, hôtels, services, donc là aussi en acte authentique, 33 500 mètres carrés conclus. Donc bonne année. En revanche, il s'agissait d'actes authentiques, donc sur des opérations, je dirais, initiées avant la crise. Le marché du bureau est plus attentiste. Donc là, les engagements nouveaux, par contre, sont à des niveaux moindres. On ne peut pas préjuger de ce que sera 2022, mais elle a quand même bien commencé, puisque EPA Marne est lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt démonstrateur de la ville durable. Ça concerne, je crois, un projet de transformation de centre commercial frais, en un quartier de ville. Est-ce qu'on pourrait en dire quelques mots ? Oui, alors quelques mots déjà sur un peu la genèse de la réflexion. C'est vrai qu'on est là à la limite de 2 villes, Chanteloup-en-Brie et Montévrain, sur des zones d'aménagement qui sont déjà des zones assez anciennes, le chêne Saint-Fiacre côté Chanteloup-en-Brie, le Clos Rose, la ZAC qu'on appelle le Clos Rose, qui est attenante à l'écoquartier Montévrain-Val d'Europe, qu'on appelle les Roseaux maintenant, donc côté Montévrain. Et on est donc sur des zones d'aménagement qui vont rentrer dans leur dernière phase. Et donc, on s'est posé la question de cette dernière phase d'aménagement, sachant que au milieu, entre ces 2 villes, finalement, entre Chanteloup et Montévrain, il y a en effet ce centre commercial à ciel ouvert qu'on appelle le Clos du Chêne, qui occupe un espace assez conséquent. Alors, un point très important, c'est que c'est un centre commercial qui fonctionne bien. Il va bien, il a fait l'objet d'un investissement régulier dans ses espaces extérieurs, y compris avec de très belles fresques de street art que j'invite ceux qui aiment à aller voir. C'est assez spectaculaire, c'est un endroit assez agréable. Mais c'est vrai qu'il remonte on va dire au début des années 2000, dans sa conception, qu'on est un endroit où finalement
l'urbanisme fait un peu des tranches napolitaines. On a une partie, en effet, plutôt résidentielle, puis on a cette partie commerciale, puis ensuite on vient sur d'autres choses, et avec des infrastructures routières. Puis il reste donc des terrains à développer, notamment du côté Chanteloup-en-Brie, et c'est vrai que toute la réflexion qui a été, c'est comment finalement le plan guide sur ce qui reste à faire côté Chanteloup évolue, et puis de fil en aiguille est venue cette réflexion en se disant mais il serait quand même bien de gommer un peu cette frontière finalement entre Chanteloup et Montévrain, de faciliter, on va dire, la vie à courte distance et de permettre que ce soit aussi bien à des piétons, à des cycles de se déplacer, d'offrir des espaces urbains encore plus agréables, d'épargner une partie du sol. Également, ça a fait partie de nos réflexions. Vous savez qu'évidemment l'année 2021 est marquée par la loi climat et résilience notamment. Donc l'idée c'est que dans cette zone d'aménagement à Chanteloup-en-Brie, on n'utilise pas tout le sol qu'on aurait pu utiliser, mais qu'on en préserve une partie pour de l'activité agricole. Et puis qu'on traite ces sujets de lisière d'abord avec le centre commercial, qu'on arrive ensuite peut-être de fil en aiguille, par petites touches, à avoir quelque chose qui fasse moins coupure, mais qui permettent peut-être de retourner des espaces commerciaux côté ville également. De travailler la transition peut-être avec des produits hybrides, c'est-à-dire du rez-de-chaussée commercial, des habitations au-dessus, avec évidemment un souci qualitatif très important, et puis faire pénétrer comme ça un peu la ville dans le centre commercial et imaginer au fil du temps comme ça des mutations dans le centre commercial, et on l'espère parvenir à une organisation du stationnement un peu différent. C'est vrai qu'un centre commercial à ciel ouvert, c'est beaucoup d'espaces de stationnement, alors de plein pied bien sûr. Les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut rationaliser ça ? Est-ce qu'on peut faire tenir le stationnement sur moins de place, en le plaçant en étage, typiquement, en silo ? Et est-ce que, comme ça, on peut dégager des espaces dans le centre commercial pour faire de la mutation et peut-être aussi pour désimperméabiliser. L'idée, ça serait de se dire comment finalement on arrive comme ça à avoir, plutôt que les tranches napolitaines que j'évoquais tout à l'heure, avoir quelque chose, une ville qui soit finalement plus continue, qui matérialise le fait que les distances sont courtes, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un endroit qui est vraiment très dédié au déplacement uniquement en voiture, mais en réalité les distances sont assez courtes, à pied ou en vélo. Comment on rend tout ça vivable et comment on hybride cette forme urbaine pour finalement avoir une meilleure continuité urbaine et un bilan global d'imperméabilisation qui permettent là aussi d'être bon. C'est-à-dire une partie de terrain utilisé, une partie de terrain épargné, une partie de terrain désimperméabilisé. C'est ça tout le challenge. Donc voilà comment la réflexion a avancé. Alors ça nécessite évidemment partenariat avec le centre commercial et le groupe Fray, quand on lui en a parlé, a très vite adhéré à cette idée parce que ce sont des sujets pour demain. Des centres commerciaux périurbains, il en existe évidemment beaucoup en France. Et se dire que le périurbain, c'est peut-être un endroit où va s'inventer une forme de ville de demain qui cumule à la fois un agrément de vie, une qualité de vie, tout en veillant à la consommation d'espace. On est vraiment dans des thématiques qui sont dans l'air du temps. Donc ça a intéressé bien sûr le groupe Fray, et puis également évidemment les villes avec lesquelles et l'agglo avec lesquelles on travaille en premier chef. Quand on leur a proposé l'idée, effectivement, l'idée paraît vraiment intéressante. Et ce qui est formidable avec ce dispositif des démonstrateurs de la ville durable, du PIA4, c'est que le soutien s'étale dans la durée. C'est-à-dire qu'on a d'abord une phase d'incubation qui va permettre de soutenir les études. Et puis ensuite, il y a des aides possible pour soutenir les réalisations concrètes, donc sur une période qui peut être assez longue. Donc ça, c'est vraiment une des forces de ce dispositif. Finalement, construire une nouvelle forme d'urbanisme, un nouveau projet et le faire sur la durée avec toutes les étapes nécessaires. Il faudra bien sûr concerter. Il y a des premières étapes qui peuvent être franchies plus vite. Retravailler, par exemple, on aimerait vraiment donner au chemin de Jossigny qui traverse tout ce secteur, mais qui, à l'endroit du centre commercial, a un peu disparu. On aimerait bien justement le faire réapparaître, le remettre en valeur, faire réémerger, comme ça, ce qui était un chemin rural, historiquement. Travailler les espaces publics, les lots commerce, habitat peuvent être travaillés assez rapidement, avoir ensuite plusieurs étapes. Donc voilà, il y a toute une réflexion par étape comme ça qu'on peut envisager.
Formidable projet donc de transformation d'un centre commercial en quartier de ville, porté par EPA Marne, EPA France, lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt démonstrateur de la ville durable. Catherine Boquet a voulu savoir à quelle échéance ce projet sur les communes de Montévrain et Chanteloup-en-Brie allait aboutir. La réponse de Laurent Girometti. Voilà, la transformation complète, je pense que c'est une dizaine d'années. Si vous voulez, les premières étapes peuvent être faites, sous 2-3 ans, on peut voir des choses. Mais ensuite, ce qui est déterminant là-dessus, c'est que c'est une transformation qui est progressive. Elle est nécessairement progressive. Elle suppose, n'oublions pas qu'on est dans un secteur qui est en pleine fonctionnalité aujourd'hui. C'est ça aussi qui est intéressant. On n'est pas sur une notion de transformation d'une friche, comme je le disais tout à l'heure. Ce centre commercial, il fonctionne, il est en route. Donc sa transformation, elle est nécessairement progressive. Mais ça aussi, c'est important de se dire, finalement, ces enjeux de modification urbaine, si on peut justement le faire sur des endroits qui ne sont pas des endroits en difficulté, ça peut aussi être beaucoup plus simple que quand vous vous retrouvez à devoir remonter la pente sur un secteur qui serait déjà très déqualifié. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la déqualification, on est plutôt, comme je disais tout à l'heure, mais finalement cette dernière phase d'aménagement des ZAC, elle peut changer le visage de ce qui a été fait et lui rendre un visage encore plus agréable. Voilà, justement, dans ce domaine, vous avez évoqué, Laurent, les sols tout à l'heure, et on sait l'importance de la non-artificialisation des sols aujourd'hui. Ce projet, il s'inscrit justement dans une démarche de sobriété foncière, un sujet important pour EPA Marne. Tout à fait, parce que comme je le disais tout à l'heure, sur les fonciers qu'il reste dans la ZAC du Chêne Saint-Fiacre, c'est simple, nous avons des terrains qui étaient initialement prévus pour être tous urbanisés. Et là, tout le sujet, c'est comment on peut réfléchir sur la forme urbaine pour finalement avoir une programmation qui se fasse sur certains des terrains, mais qu'une partie des terrains puisse être conservée en activité agricole et rentre dans un sujet de transition agricole. N'oublions pas que juste à cet endroit-là, c'est aussi ce qui fait une des forces de ce secteur, c'est que vous avez la cueillette du Plessis, qui est une cueillette avec une agriculture, je dirais, de proximité, du maraîchage, la cueillette, de la vente sur place. L'idée, c'est justement que ces terrains qu'on ne va pas consommer dans la ZAC, ils puissent servir à la cueillette, du Plessis. Et il y a à cet endroit-là aussi un projet potentiellement de restauration. Vous voyez, donc on est à un endroit où vous avez la proximité des commerces de la zone commerciale, mais vous avez aussi bien ce secteur agricole. Et d'ailleurs, la cueillette du Plessis a été associée au dossier de candidature au PIA 4. N'oublions pas que de l'autre côté, on a le cœur agro-urbain de Montévrain. C'est aussi tout ce qui fait l'intérêt de secteurs comme celui-là, c'est qu'on est dans une espèce de nouvelle frontière de la ville. Vous voyez, vous avez des caractéristiques périurbaines, vous avez un centre commercial, mais il y a de l'agriculture de proximité, il y a de l'habitat de qualité, varié aussi. Et finalement, c'est de se dire, encore une fois, peut-être que demain, finalement, la ville de demain, c'est peut-être ce type de forme hybride. Et tout ça représente quel montant d'investissement ? Alors là, il est encore un peu tôt, honnêtement, pour le dire. Ça, je ne m'avancerai pas. Je ne m'avancerai pas sur les chiffres. Je ne m'avancerai pas sur les chiffres à ce stade. Est-ce qu'il y aurait un autre projet d'envergure, ou en tout cas emblématique, dont on pourrait parler ? On m'a parlé justement du quartier autour de la gare de Villiers-sur-Marne. Alors là, contexte urbain très différent. C'est vrai qu'EPA Marne, EPA France a une grande variété de terrains d'intervention. Donc à Villiers-sur-Marne, la ZAC qui est en cours, c'est la ZAC Marne-Europe. Alors là, on est vraiment dans une future zone urbaine, dans un nœud urbain majeur, desservi par le Grand Paris Express. Les travaux de la gare avancent bon train et la ligne 15 Sud sera en service au deuxième semestre 2025. Cette opération Marne-Europe a bénéficié d'une subvention du Fonds Friche. Donc là, vous voyez, on est pour le coup dans la thématique du recyclage urbain, puisque c'est un site qui était assez fortement pollué, avec une histoire par ailleurs très très complexe, puisque c'est une utilisation illicite, mais pendant très longtemps, de ce terrain qui anciennement appartenait à l'État, qui a entraîné des pollutions assez fortes.
dont l'ampleur, on va dire, a été découverte à l'occasion justement de travaux réalisés pour le compte du chantier de la Société du Grand Paris. Vous voyez, donc on a mis un peu de temps à régler ce sujet de pollution, mais grâce à l'aide du fonds Friche, on y parvient. Et donc des travaux très colossaux de dépollution et terrassement ont eu lieu toute l'année dernière. Nous avions relancé le chantier fin 2020. Pour mémoire, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, était venue lancer le fonds Friche sur place en septembre 2020, ce qui nous avait permis de signer les ordres de service pour lancer ces fameux travaux de terrassement. Donc le temps de faire les installations de chantier, de mettre en place un pont provisoire. C'était techniquement assez complexe. Je pense qu'il y aura un peu d'images qui circuleront sur ce sujet. C'était un très très beau chantier. Donc toute l'année 2020 et cette phase terrassement des pollutions sera finie fin du premier trimestre, enfin au printemps 2022. Donc vous voyez, ça aura été très très conséquent. 35 millions d'euros quand même de terrassement et des pollutions. Donc heureusement que le fonds Friche était là. Sinon la ZAC était gravement menacé. Le site fait partie des sites inventant la métropole du Grand Paris. Ça fait partie des gros sujets inventant la métropole du Grand Paris. Et donc, grâce à la finalisation de la dépollution, nous avons pu reprendre le travail avec le promoteur, qui lui-même fait ensuite son positionnement, ses études de sol, ses sondages pour réaliser les fondations. Les premiers permis de construire devraient être déposés d'ici la fin de l'année 2022. Donc les premières tranches d'engagement avec c'est un quartier mixte, un futur quartier mixte en pied de gare qui s'organisera autour d'un jardin métropolitain avec de l'habitat, du bureau, de l'activité économique. Donc une très très belle implantation qui va donner lieu en pied de gare à un quartier vraiment avec de belles vues en plus, enfin vraiment un quartier qui fait envie. Un deuxième chantier en cours, donc très important pour EPA Marne EPA France, qui, en cette année 2022, fête un double anniversaire, les 50 ans d'EPA Marne et les 35 ans d'EPA France. Les anniversaires sont souvent l'occasion de jeter un œil dans le rétroviseur, mais chez EPA Marne EPA France, on préfère en profiter pour se projeter vers l'avenir, comme nous l'explique le directeur général Laurent Girometti. Alors l'idée, effectivement, c'est de se dire 50 ans, c'est pas une fin en soi pour un établissement public d'aménagement. C'est pas que c'est un historique passionnant par ailleurs. Cette ville nouvelle d'origine, alors qui a connu des étapes successives qui sont encore en cours. On a beaucoup parlé de Marne Europe, mais je pourrais vous faire aussi un quart d'heure sur Bussy-Saint-Georges et tout ce qui s'y fait, ou sur le Val d'Europe qui est en plein développement. Donc c'est un historique qui est passionnant. Mais c'est vrai qu'on se dit, à l'occasion de cet anniversaire, regardons devant, projetons-nous vers le futur. Il y a tellement de sujets autour de l'aménagement qui se posent à nous aujourd'hui. On les citait dans le courant de l'entretien, comment assurer une sobriété foncière, mais bien évidemment sans laisser tomber les objectifs premiers qui sont les nôtres, répondre à des besoins des entreprises, besoins d'habitants, bien évidemment. C'est vraiment les grands challenges qui sont devant nous, ils sont devant nous justement. Et le métier évolue beaucoup. C'est à la fois complexifié par certains aspects procéduraux, mais il y a une très grande richesse des thématiques à prendre en compte. Vous voyez, on n'est pas seulement à produire des espaces publics et puis vendre des mètres carrés. On est de plus en plus sur des métiers qui sont très intégrateurs, ce qui nous amène à toucher à des thématiques agricoles, on le citait, bien sûr aux thématiques environnementales quotidiennement. Le sol, on en parlait, on est persuadé que c'est notre axe futur d'innovation, il est finalement beaucoup dans cette question du sol. On a été très innovants sur la question des constructions, soyons aussi innovants sur ces questions-là. Donc, il y a tellement d'enjeux pour le futur qu'on s'est dit, en effet, cet anniversaire, c'est aussi l'occasion de se projeter sur comment on fabrique la ville demain, avec une vraie conviction, et je pense qu'il faut c'est un point quand même, c'est l'occasion de le mettre en avant, c'est que cet aménagement, quand même, qui est pensé, qui est piloté, c'est une réponse de terrain, coordonnée bien sûr, à tous ces enjeux qui sont multiples. On est toujours dans le risque d'avoir des injonctions contradictoires.
Et la seule façon de les résoudre, c'est sur le terrain. Et je suis persuadé, à titre personnel, que les aménagements, les opérations d'aménagement, les aménageurs, c'est un lieu où on produit des solutions. Et donc, dans un monde où c'est difficile de construire, où ça suscite de la crainte et où on le voit, ça peut susciter des désagréments, le faire dans un cadre comme ça qui est global, c'est une bonne façon d'essayer de répondre à tous les enjeux qui sont les nôtres. Donc on aimerait saisir cette occasion pour ne pas seulement se pencher sur le passé, un anniversaire c'est bien, mais pour mettre en avant justement cette philosophie de l'aménagement. Merci à Laurent Girometti, directeur général de EPA Marne EPA France. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.